Inspire, expire et recommence. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Inspire, expire et recommence. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je m'appelle Laurent Soffiati et j'ai eu envie de partager mes respirations poétiques et littéraires glanées tout au long de mon chemin artistique sur lequel je marche depuis maintenant 30 ans. J'aime physiquement lire à voix haute, j'aime partager et j'aime aussi vous accompagner dans le plaisir de faire résonner les mots. Lire, dire, vivre à voix haute. Je vous remercie infiniment pour tous les nombreux messages que j'ai reçus suite à la diffusion du dernier épisode. Ils m'ont beaucoup touché. Dans le premier épisode, je parlais d'Arthur Rimbaud qui disait « J'égrenais dans ma course des rimes ». Eh bien, continuons d'aller sur le chemin des poètes, des textes et des livres. Vous écoutez peut-être cet épisode chez vous, confortablement assis dans un fauteuil, ou dans votre lit, en voiture, vos écouteurs ou votre casque sur les oreilles le temps d'une promenade en forêt, autour d'un lac, ou durant un voyage en train. Vous m'écoutez sur votre téléphone, ordinateur, tablette, chaîne hi-fi. Eh bien, commençons par inspirer. Expirer et recommencer. Et goûtons au silence. Malgré l'environnement dans lequel vous vous trouvez, le silence intime et profond. Après avoir terminé la série intitulée « Tout un poème », je vous avais dit que je continuerais de lire. Eh bien, cet épisode pourrait s'appeler « De ma bibliothèque », que j'ai rangé récemment. J'ai libéré des livres pour qu'ils respirent mieux, et j'en ai ouvert un, Le Trésor des humbles, de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911. Il écrit ceci sur le silence. « Il ne faut pas croire que la parole ne serve jamais aux communications véritables entre les êtres. Dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. Nous ne parlons qu'aux heures où nous ne vivons pas, dans les moments où nous ne voulons pas apercevoir nos frères et où nous nous sentons à une grande distance de la réalité. Et dès que nous parlons, quelque chose nous prévient que des portes divines se ferment quelque part. Aussi sommes-nous très avares du silence, et les plus imprudents d'entre nous ne se taisent pas avec le premier venu. L'instinct des vérités surhumaines que nous possédons tous nous avertit qu'il est dangereux de se taire avec quelqu'un que l'on ne désire pas connaître ou que l'on n'aime point. Car les paroles passent entre les hommes, mais le silence, s'il a eu un moment l'occasion d'être actif, ne s'efface jamais. Et la vie véritable est la seule qui laisse quelques traces, n'est faite que de silence. Rassemblez vos souvenirs. Dans ce silence auquel il faut avoir recours encore, afin que lui-même s'explique par lui-même. Et s'il vous est donné de descendre un instant dans votre âme, jusqu'aux profondeurs habitées par les anges, ce qu'avant tout vous vous rappellerez d'un être profondément, ce n'est pas les paroles qu'il a dites, ou les gestes qu'il a faits, mais les silences que vous avez vécus ensemble, car c'est la qualité de ces silences qui, seule, a révélé la qualité de votre amour et de vos âmes. Et c'est parce qu'aucun de nous n'ignore cette sombre puissance et ces jeux mystérieux que nous avons une peur si profonde du silence. Nous supportons à la rigueur le silence isolé, notre propre silence. Mais le silence de plusieurs, le silence multiplié, et surtout le silence d'une foule est un fardeau surnaturel dont les âmes les plus fortes redoutent le poids inexplicable. Nous usons une grande partie de notre vie à rechercher les lieux où le silence ne règne pas. Dès que 2 ou 3 hommes se rencontrent, ils ne songent qu'à bannir l'invisible ennemi, car combien d'amitiés ordinaires n'ont d'autre fondement que la haine du silence. Et si malgré tous les efforts, il réussit à se glisser entre des êtres assemblés, ces êtres tourneront la tête avec inquiétude du côté solennel des choses que l'on n'aperçoit pas. N'est-ce pas le silence qui détermine et qui fixe la saveur de l'amour ? S'il était privé du silence, l'amour n'aurait ni goût, ni parfum d'éternel. Qui de nous n'a connu ces minutes muettes qui séparaient les lèvres pour réunir les âmes ?
Il faut les rechercher sans cesse. Il n'y a pas de silence plus docile que le silence de l'amour, et c'est vraiment le seul qui ne soit qu'à nous seuls. Les autres grands silences, ceux de la mort, de la douleur ou du destin, ne nous appartiennent pas. Ils s'avancent vers nous du fond des événements, à l'heure qu'ils ont choisie, et ceux qu'ils ne rencontrent pas n'ont pas de reproche à se faire. Mais nous pouvons sortir à la rencontre des silences de l'amour. Ils attendent nuit et jour au seuil de notre porte, et ils sont aussi beaux que leurs frères. Grâce à eux, ceux qui n'ont presque pas pleuré peuvent vivre avec les âmes aussi intimement que ceux qui furent très malheureux. Et c'est pourquoi ceux qui aimèrent beaucoup savent aussi des secrets que d'autres ne savent pas. Car il y a dans ce que taisent les lèvres de l'amitié et de l'amour profond et véritable des milliers et des milliers de choses que d'autres lèvres ne pourront jamais taire. À l'instant où je repose ce livre et où je plonge dans le silence épais et doux, mon regard tombe, coïncidence, sur le recueil Paroles de Jacques Prévert. Et les souvenirs du voyage au Soudan que j'ai fait en 1997 avec le comédien Michel Boy me reviennent. Durant 10 jours à l'Institut français de Khartoum pour dire la poésie engagée de Prévert. Depuis lors, je rêve que Soudan, mon pays, soudain se soulève. Rêver, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ce pays est dans mon cœur et j'ai chanté sur scène ces mots d'Alain Souchon. Il y a quelques jours, j'ai été voir au cinéma le film documentaire « Soudan, souviens-toi » de la réalisatrice In Medeb. Je vous le conseille. Magnifique. Et j'ai vu dans la jeunesse filmer la même lutte, la même résistance, la même envie de liberté et le même courage des étudiants que j'avais rencontrés à l'époque. Je me souviens de leurs regards, de nos échanges. Ce voyage fait il y a 30 ans au Soudan est ancré en moi et m'a bouleversé. Ces films également. Soudan, souviens-toi. Soudan, pays de lutte. Soudan, pays de lumière. Soudan, pays de poésie. La transition entre le vent et le personnage qui suit est toute trouvée. Le vent nous amène naturellement au moulin, si cher à Don Quichotte. Don Quichotte, rêveur magnifique qui m'a souvent inspiré. J'ai joué dans le spectacle musical L'Homme de la Mancha en Belgique, j'ai chanté sa célèbre quête en concert, et j'ai partagé quelques chapitres avec le public nombreux et fidèle des Lectures sous l'arbre en 2023, sur le plateau du Haut-Lignon que je retrouverai cet été pour ce magnifique événement du 17 au 23 août, où je suis impatient de lire la correspondance entre Albert Camus et Maria Casares. Donc, c'est lors de cet événement que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'autrice Lydie Salvert, pour qui j'ai une amitié et une tendresse particulière. Prix Goncourt 2014 pour son roman Pas pleurer, j'ai eu la chance de lire à ses côtés l'extrait suivant dans son livre au très beau titre « Rêver debout », que je viens de replacer sur l'étagère de ma bibliothèque. Lydie Salvert donc interpelle l'auteur de Don Quichotte, Miguel de Cervantes Saavedra, à travers une quinzaine de lettres, et dans sa première lettre, elle lui écrit « Monsieur, je vous le dis tout net, je ne suis pas d'humeur à rien, et les façons dont vous traitez votre Quichotte ne sont pas de mon goût. Vous prétendez que son cerveau, tout empli des fadaises qu'il a lues dans les livres et qu'il croit véridiques, l'amène à commettre des actes insensés. Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas lettre morte, parure de cheminée, boniment inutile, mais plutôt lettre vive, ardente, expérience intime qui bouleverse la vie? Est-il insensé de se révolter contre les saloperies dont nous sommes témoins et de leur livrer bataille avec les moyens du bord, quitte à se casser la gueule? Est-il insensé de vouloir se faire le rempart et l'appui des déshérités de toutes sortes, au risque de déplaire à la Santa Hermandad qui veille à ce que rien ne nuise à sa très sainte Église comme à sa très catholique majesté? Préférez-vous que l'indifférence, la résignation ou l'abdication deviennent notre lot et que nous regardions s'empiper les misères des autres dès lors qu'elles ne nous regardent pas?
Préférez-vous qu'on les dénonce, tout en se gardant bien d'agir, comme si les vertus n'auraient volté en toc, mine indignée, voix frissonnante et tenue savamment débraillée, pour se délecter ensuite de leur très fatale impuissance? Ou pire encore, préférez-vous un monde où l'on ne croirait plus en rien, où l'on ne se vouerait plus à rien, et où l'on s'en féliciterait avec plus ou moins de cynisme? Préférez-vous un monde où il n'y aurait plus motif à s'exalter sinon devant la flambée des cours de l'action totale? Un monde où l'enthousiasme, l'ardeur, le désir impérieux et sauvage ne surgiraient plus que devant le projet d'engranger toujours plus de dividendes? Pardonnez-moi, monsieur, de m'adresser à vous avec les mots de mon époque, mais votre livre me ramène si furieusement à notre présent que je finis par oublier que 4 siècles nous séparent. Je vous invite vivement à découvrir la suite de cette correspondance entre Lydie Salvaire et Miguel de Cervantes. En parcourant encore ma bibliothèque, j'ai envie de vous lire un extrait de Suzanne, du journaliste et écrivain Frédéric Pommier. Le 8 décembre 2017, après avoir entendu une chronique qu'il fait un matin sur France Inter, je me suis intéressé à son livre, Suzanne, aux éditions des Équateurs. Le ton, les thèmes, la tendresse, l'humour, l'émotion éprouvée à la lecture de ces pages m'ont donné envie de l'adapter au théâtre pour faire entendre ces mots et les porter à la scène. Suzanne, c'est un texte fort sur la relation entre une grand-mère et son petit-fils, sur la transmission, sur le dialogue entre les générations. C'est à la fois une traversée du siècle dernier et un état des lieux actuel, des conditions de vie dans les EHPAD. Elle s'appelle Suzanne et elle a 95 ans. Malgré les drames, elle a toujours aimé la vie. Femme active, féministe avant l'heure, elle adorait les voyages, les livres et le théâtre. Elle est toujours restée fidèle à son mantra SQM, sourire quand même, quoi qu'il arrive. Suzanne, c'est la vie singulière et passionnante d'une fille, d'une femme, d'une mère, d'une grand-mère qui traverse le siècle. La nuit. Quand l'établissement dort, qu'elle est seule dans sa chambre, Suzanne pense à la mort. Elle n'est pas pressée, chaque chose en son temps. Elle espère simplement qu'elle ne souffrira pas et s'efforce de croire aux retrouvailles des âmes. Elle se persuade que la sienne rejoindra celle de son frère, de son fils et surtout celle de son mari. Un jour sur 2, elle en est sûre. Le lendemain, elle ne sait plus. Elle envie ceux qui ne doutent pas, ceux qui sont convaincus de l'existence de Dieu. Chez elle, ça tient plutôt de la foi de circonstance. Elle croit essentiellement pour donner du sens au malheur, à la disparition des siens, pour supporter l'insupportable. Ce n'est pas vraiment croire en Dieu, ni croire en sa bonté. D'ailleurs, quand elle s'adresse à lui, jamais elle ne le remercie. En silence, la nuit, elle l'engueule. Elle lui en veut d'avoir repris son frère, son fils et surtout son mari. Suzanne ne veut pas mourir. Ça ne l'intéresse pas. Pas maintenant. C'est trop tôt. Il reste encore tant de livres à lire et de choses qu'elle ne sait pas. Depuis des années, elle s'est fixé une règle de vie. Ne jamais se coucher le soir sans avoir appris quelque chose de nouveau. Au moins une chose, n'importe quoi. Le nom latin d'une fleur, celui de la capitale d'un pays d'Asie, la recette du dessert favori d'un roi, le prix de vente d'un tableau de Picasso, la bonne prononciation d'un mot en italien, le fonctionnement d'un organe, le prénom de la femme d'un homme politique, le lieu de naissance d'un acteur, l'âge d'un écrivain. Suzanne a 95 ans, mais prétend n'en avoir que 40 dans sa tête. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, elle en a 10. Pour terminer cet épisode, ce qui m'est difficile de faire car de nombreux livres devant mes yeux n'attendent qu'à être ouverts et lus pour vous, j'aimerais vous lire un extrait de l'auteur André Suarez que m'a fait découvrir mon ami Michel Murat, professeur de littérature française à la Sorbonne et à l'École normale supérieure. André Suarez, donc, écrit en 1920, dans L'art du livre, le texte suivant qui, vous en conviendrez, est fulgurant et visionnaire,
au regard de nos technologies et de nos nouvelles intelligences. Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre. Si l'homme tourne décidément à l'automate, s'il lui arrive de ne plus penser que selon les images toutes faites d'un écran, ce termite finira par ne plus lire. Toutes sortes de machines y suppléeront. Il se laissera manier l'esprit par un système de vision parlante. La couleur, le rythme, le relief, 1000 moyens de remplacer l'effort et l'attention morte, de combler le vide ou la paresse de la recherche et de l'imagination particulière. Tout y sera, moins l'esprit. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. J'espère que l'écoute vous en a été agréable. Merci à Timon Imbert pour l'habillage sonore. Mais ma main impatiente va chercher encore au bout de l'étagère un petit livre, aux éditions des Solitaires Intempestifs. Alors ne résistons pas et retardons un peu la fin de l'épisode. Ce livre bleu et blanc, c'est « Du luxe et de l'impuissance » de Jean-Luc Lagarce. Jean-Luc Lagarce est mort à l'âge de 38 ans. Il était comédien, metteur en scène, directeur de troupe et dramaturge français. C'est l'un des auteurs contemporains les plus joués en France et ses textes sont joués dans de nombreux pays. Voici un court texte intitulé « Nous devons préserver les lieux de la création ». Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe de la pensée, les lieux du superficiel, les lieux de l'invention de ce qui n'existe pas encore, les lieux de l'interrogation d'hier, les lieux du questionnement. Ils sont notre belle propriété, nos maisons à tous et à chacun. Les impressionnants bâtiments de la certitude définitive, nous n'en manquons pas, cessons d'en construire. La commémoration, elle aussi, peut être vivante, le souvenir aussi peut être joyeux ou terrible. Le passé ne doit pas toujours être chuchoté ou marché à pas feutrés. Nous avons le devoir de faire du bruit. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre. Nous devons rester hésitants et résister ainsi, dans l'hésitation, aux discours violents ou aimables des péremptoires professionnels, des logiques économistes, les conseilleurs-payeurs, utilitaires immédiats, les habiles et les malins, nos consensuels seigneurs. Nous ne pouvons nous contenter de notre bonne ou de notre mauvaise conscience devant la barbarie des autres. La barbarie, nous l'avons en nous. Elle ne demande qu'à nous ravager, qu'à éclater au plus profond de notre esprit et fondre sur l'autre. Nous devons rester vigilants devant le monde, et rester vigilants devant le monde, c'est être encore vigilants devant nous-mêmes. Nous devons surveiller le mal et la haine que nous nourrissons en secret sans le savoir, sans vouloir le savoir, sans même oser l'imaginer. La haine souterraine, silencieuse, attendant son heure pour nous dévorer et se servir de nous pour dévorer d'innocents ennemis. Les lieux de l'art peuvent nous éloigner de la peur, et lorsque nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. Voilà, je vous ai ouvert une partie de ma bibliothèque. Mais vous, quel livre aimez-vous? Quelle page d'écriture vous transporte? Dites-moi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement pour le plaisir de lire, contactez-moi. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance découverte offerte dans le lien ci-dessous ou sur mon site www.laurentsofiati.com pour lire à voix haute, dire à voix haute, vivre à voix haute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Nous continuerons à marcher ensemble sur le chemin de mes respirations poétiques, au plaisir de lire et de vous lire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, inspire, expire et recommence.